Eh bien, nous sommes de retour. Et les deux mots qui semblent dominer les gros titres sont blocus et cessez-le-feu. Mais avant de commencer, écoutons ce que le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait à dire à ce sujet lors d'une récente interview. Je pense que si vous demandiez aux Israéliens, ils vous diraient que le résultat idéal serait un gouvernement libanais fort avec des forces armées libanaises puissantes, capables de démanteler le Hezbollah pour les empêcher de mener ses attaques et, en fin de compte, de s'assurer qu'il n'existe plus en tant qu'unité militaire. C'est le résultat idéal que les Israéliens souhaitent. Je pense que c'est aussi ce que veulent les Libanais. Je pense que le problème auquel nous sommes confrontés actuellement à court terme, c'est que les forces armées libanaises, même si elles en ont la volonté, n'ont pas pour l'instant toutes les capacités nécessaires pour faire face à toutes les menaces qui émanent du Hezbollah à l'intérieur du Liban. Donc vous avez parlé de cessez-le-feu et de blocus. Au Liban, personne ne parle de blocus. Le blocus concerne l'Iran. Au Liban, il y a un cessez-le-feu, mais ce n'est qu'un quasi-cessez-le-feu parce qu'Israël a visé le Hezbollah et le Hezbollah a malheureusement visé Israël, en particulier nos citoyens dans le nord. C'est comme un conflit dont l'ampleur est plus limitée, mais le conflit continue. Et j'ai vu hier qu'il y avait ces images diffusées par le porte-parole de Tsahal faisant exploser des tunnels sous des villes du sud du Liban, là où ils ont bâti de grandes infrastructures militaires, comme à Gaza, où le Hamas a créé d'importantes installations sous des infrastructures civiles. On dit qu'Israël détruit des infrastructures civiles, mais ce n'est pas le cas. Nous détruisons des infrastructures militaires construites sous des structures civiles. Oh, absolument. Les ambulances, etc. Non, absolument. Le Hezbollah et le Hamas suivent le même schéma et l'Iran aussi. Vous vous cachez derrière ce que vous appelez des boucliers humains. Ainsi, lorsque nous sommes attaqués, lorsqu'Israël est attaqué et qu'il riposte, il frappe des cibles que le monde ou le monde anti-Israël qualifie de cibles civiles. Mais parlons un instant simplement du lien entre ces deux domaines. Et j'aimerais simplement contester quelque chose que Rubio vient de dire, même si Rubio est totalement du côté d'Israël. Et je n'ai aucune critique à lui faire à ce sujet, mais je suis simplement préoccupée par la naïveté de la Maison-Blanche à cet égard. Le président Aoun du Liban, lui, oui, il y a des discussions à Washington entre des représentants israéliens et des représentants libanais. Mais premièrement, Aoun ne veut pas, vous savez, le président Trump a dit « Oh, et Aoun va rencontrer Netanyahou ou s'entretenir au téléphone. » Et il ne veut rien avoir à faire avec ça. Il reproche davantage à Israël la situation au Liban qu'au Hezbollah. Maintenant, il est dans son intérêt de se montrer conciliant avec Washington. Et bien sûr, il ne veut pas que le Hezbollah cause de la destruction dans son pays. Mais ne vous y trompez pas, quels que soient les accords en cours là-bas, je n'ai aucun espoir à leur sujet. Ce qui est intéressant, c'est que le président Trump a prolongé le soi-disant cessez-le-feu au Liban de 3 semaines, mais tout ce qu'on reçoit, ce sont des roquettes tirées sur le nord d'Israël. Et Israël, c'est l'armée de l'air israélienne qui cible le Hezbollah au Liban, mais pas à Beyrouth. Et donc, quand Trump a dit « calmez-vous » ou quelque chose comme ça, on l'écoute et on ne l'écoute pas en même temps. Alors, Ruti, je regarde les mêmes faits et j'ai une interprétation plus optimiste. C'est peut-être à cause de nos personnalités, de nos histoires ou autres. Mais le président du Liban a déclaré que le Hezbollah représente une force étrangère, qu'ils ont forcé le Liban à entrer dans une guerre qui n'est pas celle du Liban. Il les a traités de traîtres, n'est-ce pas? Et c'est vrai, il ne mentionne pas habituellement le Hezbollah spécifiquement, mais tout le monde sait de qui il parle. Maintenant, est-ce qu'il lui arrive de dire des choses pas très gentilles sur Israël de temps en temps? Oui, c'est le cas. Mais il est allé plus loin, au moins verbalement, dans ses critiques contre le Hezbollah, et il a dit qu'il devait se désarmer plus que n'importe quel autre dirigeant libanais de l'histoire moderne. D'accord. Et donc, je pense qu'il devrait être reconnu pour cela. Deuxième point, et vous pouvez dire que ce n'est pas important, mais le Hezbollah est une organisation terroriste extrémiste et violente. Je ne vous apprends rien que vous ne sachiez déjà. Mais le Hezbollah, par le passé, n'a eu aucun mal à assassiner des dirigeants libanais. Notamment, Bachir Gemayel, qui négociait un accord de paix avec Israël, a été assassiné par les Syriens. Et le Liban a une longue histoire d'assassinats politiques. Et il a raison d'être inquiet, non? Il a raison d'être inquiet et d'être prudent.
La question est-ce qu'il avance dans la bonne direction? On peut dire pas assez vite, pas assez rapidement, pas assez fermement, mais il ne fait aucun doute qu'il avance dans la bonne direction. Si le président du Liban pouvait, vous savez, appuyer sur un bouton magique et se débarrasser du Hezbollah en tant que force militaire, il appuierait sur ce bouton. Il n'a pas ce bouton magique. Il a besoin d'un processus. Et il a accepté ces négociations entre les ambassadeurs. Il n'a pas encore accepté, bien que Trump ait annoncé trop tôt une rencontre avec Netanyahou, cela ne devrait pas arriver de si tôt. Mais je vous rappellerai quelque chose que Netanyahou a dit publiquement lorsqu'il parlait. Je crois que c'était à des officiers de Tsahal plus tôt cette semaine. Il a dit que les actions militaires d'Israël au Liban contre le Hezbollah ont l'approbation de la Maison-Blanche. Et il a aussi dit qu'elles avaient l'approbation du gouvernement libanais. Donc, il y a des messages envoyés en coulisses disant que lorsque Israël agit contre le Hezbollah, vise des cibles dans le sud et détruit leur infrastructure, etc. Cela a la bénédiction à la fois à Washington, comme Rubio l'a dit, et à Beyrouth. Et les sondages d'opinion publique au Liban montrent qu'une écrasante majorité de Libanais soutient le démantèlement du Hezbollah en tant que force militaire. Et ce n'est pas seulement la communauté chrétienne, ce n'est pas seulement la communauté musulmane sunnite, ce n'est pas seulement la communauté druze. J'ai même vu un sondage selon lequel, entre un quart et un tiers des musulmans chiites, les musulmans chiites, qui sont la base sociale du Hezbollah, pensent que le Hezbollah devrait déposer les armes. Oh non, bien sûr, je suis certain que les Libanais sont sincères. Mais quand le secrétaire Rubio a dit, vous savez que l'armée a de la bonne volonté, mais qu'elle est faible, l'armée libanaise. Mais c'est là que je dois m'opposer à cela. L'armée est totalement infiltrée par le Hezbollah et le gouvernement est infiltré par le Hezbollah. Je ne dis pas que Aoun, le président Aoun, fait partie du Hezbollah. Je ne le dis pas. Mais le fait est que ce n'est pas seulement de la faiblesse. Et oui, il a raison de s'inquiéter d'être assassiné. Mais notez bien, je sais que nous aimons tous dire « n'est-ce pas incroyable ?» Ce dirigeant arabe qui fait ces gestes, premièrement, il ne voulait même pas parler à Netanyahou au téléphone. Et deuxièmement, il n'utilisera jamais le mot Hezbollah. Tu as dit « nous savons de qui il parle ». Donc ce que je veux dire, c'est que tu as raison. Tu es plus tolérante que moi. Je pense qu'Israël trouve toujours des excuses pour les dirigeants arabes et dit « oh, merci, merci ». Même si c'est nous qui faisons le travail, Israël aide le gouvernement libanais en ciblant le Hezbollah. Donc, au lieu de nous rabaisser, ce serait bien de recevoir de temps en temps un grand merci, mais bon, c'est trop demandé. Donc, je sais que je ne suis pas reconnaissante envers le président Aoun. C'est nous qui lui rendons service, pas l'inverse. Ça, c'est une chose. Donc, d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Iran, c'est aussi lié à l'Iran parce que, bien sûr, le Hezbollah est un proxy iranien. Maintenant, voyons un instant ce qu'il en est ici. Nous devons jeter un œil à la publication du président Trump sur Truth Social. Comme d'habitude, nous aimons. We like to, à la fois pour, disons, le côté comique et le côté sérieux. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Il a déclaré « L'Iran vient de nous informer qu'il est, je cite, en état d'effondrement. Ils veulent que nous ouvrions le détroit d'Ormuz dès que possible pendant qu'ils essaient de régler la question de leur direction, ce que je pense qu'ils pourront faire. » Point d'exclamation. Merci de votre attention à cette affaire, président Donald J. Trump. Alors, comment interprétez-vous ce message en particulier? Donc, je pense que Trump a eu un succès incroyable à cet égard. Il a pris toutes les armes que possèdent les Iraniens et il a neutralisé ces armes. Comme lors des discussions avec le Pakistan, au Pakistan. Alors les Iraniens ont commencé à dire « Eh bien, nous n'allons pas venir. Nous voulons que ces conditions soient acceptées à l'avance. Nous voulons que cela soit sur la table. » Et Trump répond « Ne venez pas. » Les Iraniens estiment exercer une pression et négocient habilement. Ils refusent de participer tant que certains paramètres ne leur sont pas préalablement favorables. Les Américains doivent faire des concessions pour qu'ils viennent, mais Trump dit « Non, ne venez pas, ça m'est égal ». Autrement dit, ce qu'ils voient comme une arme peut être neutralisé. C'est pareil pour le détroit d'Ormuz. Ils ont dit de bloquer le détroit d'Ormuz. J'ai entendu divers experts en Israël et aux États-Unis affirmer que c'est plus grave qu'une arme nucléaire car celle-ci détruit une ville, tandis qu'eux peuvent paralyser l'économie mondiale. Ils ont quelque chose de plus important qu'une arme nucléaire.
Ils peuvent fermer le détroit d'Ormuz et détruire l'économie mondiale. C'est bien plus puissant qu'une arme nucléaire. Et qu'est-ce que Trump a fait? Il a pris ce qu'il pensait être une arme et il l'a retournée. Il en a fait une arme contre eux. C'est ça. Et en imposant un blocus à l'Iran, comme il a imposé un blocus au Venezuela, comme les États-Unis imposent maintenant un blocus à Cuba, n'est-ce pas? Il fait cela lentement mais sûrement, sans moyens militaires pour le moment. Il ne largue pas de bombes, mais le régime souffre-t-il? Le régime paie-t-il un prix? Le régime est-il viable s'il ne peut absolument pas gagner d'argent parce qu'il ne peut pas exporter son pétrole? C'est une stratégie, mais un blocus prendra du temps. Mais je pense que c'est une stratégie intéressante. Cela ne signifie pas qu'il ne doit jamais recourir à l'action militaire, mais la stratégie de blocus peut être très efficace car ce sont les facteurs économiques qui ont poussé les gens dans les rues en janvier. Et si cette pression économique continue, le régime ne pourra pas payer son peuple. Il ne pourra pas payer ses gardiens de la révolution, son armée, et ainsi de suite. Est-ce que cela pourrait être un moyen soit d'exercer une pression pour obtenir l'accord que vous souhaitez sur la question nucléaire, soit, en fin de compte, de conduire à un changement de régime? Oh, bien sûr, je l'espère. Je pense que le président Trump a été excellent dans cette stratégie. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il n'a pas de stratégie à cause de ses publications sur les réseaux sociaux. Pour moi, sa stratégie est claire. Et il n'a jamais hésité à dire qu'il préférerait ne pas utiliser la force militaire. Ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Il dit que nous allons le faire de toutes les manières possibles, soit de la bonne façon, soit de la manière difficile. Et nous préférons la manière douce. Et il continue essentiellement à envoyer un message à la République islamique. Le message, c'est « Vous êtes prêts maintenant? Maintenant, vous allez abandonner vos armes nucléaires. Maintenant, nous allons intervenir et soit vous allez remettre votre uranium enrichi, soit nous allons le prendre. » C'est toujours le même message, encore et encore. Et oui, nous allons vous parler. Vous voulez discuter? Vous connaissez notre numéro? D'accord, nous allons parler. Vous voulez nous rencontrer au Pakistan? Nous nous rencontrerons au Pakistan. Vous n'aurez pas d'armes nucléaires et abandonnerez votre uranium enrichi. Ce qui est aussi intéressant dans toute cette histoire, c'est que pour nous, les Israéliens, notre point de vue est très différent de celui des Américains aux États-Unis, qui voient cela comme un conflit lointain. Et s'ils voient le prix de l'essence augmenter à la pompe, ils paniquent, ce qui est compréhensible pour nous tous. L'économie, c'est un problème pour nous tous quand les prix augmentent. Les Israéliens le savent mieux que les Américains. Mais ils passent à côté de l'essentiel. Et j'aimerais aussi dire qu'ils ne voient pas à quel point le peuple iranien est courageux. Parce que si vous pensez en Amérique que vous payez $1 de plus pour l'essence ou autre chose, le peuple iranien, lui, souffre de pénuries alimentaires. Ils n'ont pas d'Internet. Leur argent, leur rial ne vaut rien. Ils sont terrorisés. Ils n'ont pas d'électricité la plupart de la journée et ont toutes sortes de problèmes d'eau. Et pourtant, ils se plaignent moins de leur situation que les Américains qui s'inquiètent de la hausse des prix de l'essence. Et je sais que les Américains ne comprennent pas pourquoi c'est leur problème, mais en réalité, c'est le problème de tout le monde en Occident. Mais on peut en parler. C'est un autre sujet, mais je dirais que nous recevons maintenant des rapports. C'est difficile pour nous de savoir, à cause de la situation d'Internet en Iran, si les manifestations sont sur le point de reprendre. Maintenant, nous ne savons pas. Encore une fois, il est difficile de savoir quelles sources sont fiables, mais ce que nous savons, c'est que le régime s'en inquiète. Et si le régime s'en inquiète, c'est qu'il doit avoir des informations indiquant que ça bouillonne. D'accord. Et sans Internet, il est très difficile pour les gens de communiquer entre eux et de dire, vous savez, retrouvez-nous sur cette place et venez nombreux. Maintenant, l'autre problème, c'est que cela ne les empêchera pas d'être à nouveau abattus parce que, encore une fois, nous n'avons pas éliminé toutes les milices du Basij et les gardiens de la Révolution. Peut-être que des armes ont été introduites en contrebande auprès de la population. Je ne sais pas, mais les choses bouillonnent. Et j'ai le sentiment que, j'allais dire, les Israéliens, ce que nous continuons de dire, c'est qu'à l'approche de chaque week-end, nous pensons qu'il va y avoir une attaque parce qu'on sait que ça commence presque toujours un week-end. Et à cause de cela, je dois le préciser parce que je sais que nos téléspectateurs s'en soucient. Nous enregistrons ceci aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 29 avril. C'est important car, lors d'événements d'actualité, vous devez savoir dans quel contexte nous parlons. Vous savez, les Iraniens sont sous beaucoup de pression. Et en même temps, ils veulent sortir un lapin du chapeau, n'est-ce pas?
Et je n'ai aucun doute que ce qui s'est passé au Liban, avec le Hezbollah lançant ses roquettes sur Israël, c'est qu'ils veulent d'une certaine manière créer un fossé entre Israël et les États-Unis. Ils cherchent à provoquer une dispute entre Washington et Jérusalem pour briser la coalition contre eux, non? Et je pense que Netanyahou, qui a aussi été critiqué par une partie de sa base, oui, pour avoir été trop conciliant avec le Liban, pour avoir accepté de limiter l'action militaire israélienne principalement au sud, n'est-ce pas? Au sud du fleuve Litanie, vous savez, il a été critiqué pour cela, mais je pense que les gens doivent comprendre qu'Israël a raison de ne pas se laisser entraîner dans une stratégie iranienne visant à nous éloigner de Washington. Et l'essentiel ici, c'est l'Iran. Parce que si l'Iran s'en sort bien, n'est-ce pas? Si l'Iran s'en sort bien, si l'Iran s'en sort d'une certaine manière, c'est-à-dire conformément aux objectifs de guerre des États-Unis et d'Israël qui consistent à s'attaquer au programme nucléaire et ainsi de suite. Vous savez, le régime opère vraiment des changements, ou mieux encore, le régime tombe. Cela se répercute automatiquement sur le Liban, parce que sans le soutien iranien, le Hezbollah n'est rien, n'est-ce pas? Comme le Hamas n'est rien sans le soutien iranien. Et donc, je pense qu'il a raison, même si le Premier ministre met la pression, il n'est pas ferme avec le Liban. Je pense qu'il prend la bonne décision stratégique. Il est toujours important de prioriser, de dire quel est le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est l'Iran. Si on gère bien l'Iran, si ça se passe bien, il y aura une victoire. Alors le Hezbollah est un problème mineur. Si l'Iran l'emporte, quel que soit l'accord obtenu, même un bon accord au Liban, les Iraniens le sapront. Il est essentiel que nous gagnions en Iran. Ceux qui critiquent Netanyahou, notamment les habitants du nord d'Israël qui subissent des bombardements, méritent de la compassion. Mais au final, stratégiquement, en tant que dirigeant, je pense qu'il fait le bon choix. Il ne faut pas permettre à l'Iran de créer une division entre Washington et Jérusalem. Eh bien, là-dessus, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Mais vous savez, parlons un instant de la population du nord d'Israël. Ils souffrent vraiment. Et vous savez, vous et moi, nous savons ce que c'est que de devoir courir au milieu de la nuit vers son abri anti-bombe ou sa pièce sécurisée. Nous savons tous ce que cela fait. Mais la différence, c'est que dans le reste du pays, à part d'ailleurs le sud d'Israël, lorsqu'il recevait des roquettes de Gaza, il était dans la même situation. Les habitants du Nord n'ont presque pas de temps pour atteindre leurs abris. Moi, même en pyjama, je sais que j'ai 90 secondes. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est suffisant. D'abord, vous recevez un préavis quelques minutes avant la sirène, puis 1 minute et demie pour atteindre l'abri. Cela semble court, mais croyez-moi, c'est assez pour mettre vos chaussures et atteindre un abri anti-bombe. La plupart des gens dans le nord d'Israël, pas tous, mais cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez par rapport à là où les missiles tombent dans le nord d'Israël. Certains ont 15 secondes, d'autres aucune. Vous ne pouvez pas rester dans votre abri anti-bombe toute la journée car cela peut arriver. Des jeunes enfants doivent aller à l'école. Le commandement du front intérieur a autorisé la reprise des cours. Je dois vous dire que les parents étaient très contrariés par cela parce qu'ils disaient « Super, donc les enfants retournent à l'école. Je ne vais pas les envoyer à l'école ou quoi que ce soit. Moi, je ne le ferai pas. Je dois vous dire la vérité. C'est trop effrayant. Des enfants prennent le bus scolaire ou vont à l'école à pied. C'est beaucoup trop dangereux parce qu'on ne sait jamais quand un missile va arriver. Je pense que les personnes qui ne vivent pas en Israël et même celles qui ne vivent pas dans le nord d'Israël ne comprennent pas à quel point cette situation est terrible. Sans parler du fait que le nord d'Israël tire une grande partie de ses revenus du tourisme, y compris du tourisme intérieur. Airbnbs, restaurants, il y a des endroits à visiter, vous savez, des randonnées dans la nature et tout ça. Avec sous la menace de missiles, les gens ne veulent pas y aller. Les restaurants n'ont pas de clients, tout ça. C'est terrible. Ces gens souffrent vraiment. Et nous et le Premier ministre Netanyahou, il a abordé ce sujet et sa stratégie est la bonne. Mais cela montre vraiment qu'il n'y a aucun moyen pour Israël de se retirer du sud du Liban, ni maintenant, ni même dans un avenir lointain, je pense. Donc, le gouvernement d'Israël l'a répété encore et encore. Nous resterons dans le sud du Liban tant que le Hezbollah représentera une menace pour la sécurité. Et nous y resterons.
Et pendant que nous y restons en ce moment, dans le cadre du soi-disant cessez-le-feu, nous détruisons l'infrastructure militaire du Hezbollah, comme je l'ai dit il y a un instant. Oui, nous détruisons une machine militaire, une infrastructure militaire qu'ils ont mis des années, voire des décennies, à construire. Chaque moment passé là-bas est du temps bien employé. Bien sûr, nous payons un prix. Je crois que 16 soldats israéliens ont été tués au Liban depuis le début de cette opération. Cela coûte la vie à de jeunes hommes, mais c'est nécessaire. Et ici, je pense que la critique envers le gouvernement, la critique de la politique de Netanyahou, c'est qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, ils disent « Vous nous avez promis un cessez-le-feu » et ils tirent encore des roquettes. Et c'est vrai. Il faut comprendre les limites du cessez-le-feu pour les Israéliens, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action israélienne et le Hezbollah riposte. Encore une fois, c'est une guerre qui est de maintenant définie géographiquement, essentiellement au sud du Litanie et dans le nord d'Israël, n'est-ce pas? Mais donc, si vous êtes dans le nord et que vous dites que le Premier ministre m'a promis un cessez-le-feu, oui, vous pouvez dire que vous vous sentez peut-être déçu. D'un autre côté, beaucoup de gens dans le Nord disent qu'il devrait finir le travail. Il n'aurait jamais dû accepter le cessez-le-feu. Donc, il est critiqué pour le cessez-le-feu et il est critiqué pour avoir accepté le cessez-le-feu, n'est-ce pas? Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, d'une certaine manière, ceux qui le critiquent. Et peut-être qu'à ce sujet, nous devrions commencer à faire ce que nous voulons faire désormais, c'est-à-dire parler un peu de la politique intérieure israélienne, parce que nous aurons des élections en Israël dans 6 mois ou moins. Nous entrons dans la période électorale en Israël. Comme toujours dans l'émission, nous abordons les grandes questions géopolitiques, l'Iran, le Hamas, le Hezbollah et les relations États-Unis-Israël. Mais peut-être que ce que nous allons commencer à faire maintenant, c'est qu'à chaque épisode, nous terminerons notre podcast en discutant un peu de ce qui se passe politiquement en Israël. Cette semaine, un événement important a marqué les médias. Peux-tu expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs ce qui s'est passé en Israël politiquement? D'accord. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à peu près au moment où nos élections vont avoir lieu en Israël, environ 1 mois après ou un peu moins, aux États-Unis, ce sera le début de leurs élections de mi-mandat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait aucun doute que ce qui se passe en Iran, au Liban, à Gaza aura un impact sur les deux. Je suppose, d'accord? Même si beaucoup d'Américains ne pensent pas beaucoup à la politique étrangère, ce n'est pas le cas de tous les Américains. Beaucoup d'Américains ne se concentrent pas sur la politique étrangère. Mais cela les concerne. Le blocus du détroit d'Ormuz, toutes ces choses affectent les Américains et les Israéliens. Et il sera intéressant de voir l'effet que cela aura sur le résultat de ces élections. Donc, tu m'as demandé de simplement dire ce qui s'est passé cette semaine. C'était ce qu'on appelle une révélation choc, même si je dois dire que ça a un peu fait pchit. À mon avis, c'est ça. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, s'est allié à Naftali Bennett, qui a été Premier ministre pendant très peu de temps. Lui et Lapid se sont tous les deux succédés au poste de Premier ministre dans le gouvernement juste avant l'actuel en Israël. Ils ont uni leurs forces pour créer un parti appelé Together Be'akad. Et lorsqu'ils ont présenté ce parti, Naftali Bennett a déclaré qu'il serait le premier ministre et qu'il ne ferait pas de rotation avec Lapid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont levés pour présenter leur parti. Et sur le podium, tu sais, ils se tenaient côte à côte, chacun à un pupitre. Et ce que Naftali Bennett a dit dans son discours d'ouverture, c'est « Yair Lapid et moi ne sommes pas d'accord sur la politique. » Et c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que c'est une bonne chose que nous soyons dans le même parti. Et son idée était « Tu sais, nous sommes une société fracturée et cela va résorber les divisions. » C'est un peu comme la version américaine de dire que nous tendons la main à l'autre camp. Alors, qu'en penses-tu? En fait, Naftali Bennett a utilisé un message ou une image plus forte pour les Israéliens. Il a dit que c'est comme des soldats qui sont en première ligne en train de se battre. Certains ont des opinions de gauche, d'autres de droite, mais tous luttent ensemble. Nous appliquons cela en politique. Moi et Yair Lapid, dit Bennett, ne sommes pas toujours d'accord. Mais nous, pour le bien du pays, nous formons cette alliance. Et c'est une bonne formule. Je pense, et j'observe toujours la politique en considérant les intérêts, que c'est une alliance. D'un côté, ça rassemble 2 personnes importantes qui font partie du camp anti-Netanyahou.
et Yair Lapid a accepté d'être le numéro 2 derrière Naftali Bennett. Vous aurez désormais 2 candidats clairs au poste de Premier ministre, Netanyahou ou Bennett. Vous pensez donc que cela renforcerait l'opposition. Mais dans les sondages qui ont été réalisés depuis, il s'avère qu'en fait, pris séparément, ils avaient plus de sièges à la Knesset que les deux ensemble. Et c'est parce que certaines personnes qui aiment Bennett n'aiment pas Lapid. Donc elles ne vont pas voter pour la liste commune. Et certaines personnes qui aiment Lapid n'aiment pas Bennett et elles ne vont pas voter pour la liste commune. Donc ils ont perdu quelques sièges. Et deuxièmement, je pense que beaucoup d'analyses politiques sérieuses ont souligné le fait qu'aucun des deux n'avait vraiment le choix ou pas de véritable choix politique parce que les chiffres de Lapid dans tous les sondages de ces derniers mois étaient catastrophiques. Oui, est-ce que je peux dire ça dans ce podcast? Je pense que oui. Il a, je crois, 24 ou 23 sièges dans l'actuel Knesset et il était donné dans les sondages à un chiffre seulement. Il y avait même certains sondages où il ne franchissait pas le seuil. Maintenant, il est le chef de l'opposition, il a une énorme représentation parlementaire, mais son parti semblait se diriger vers un désastre électoral. Et donc, son besoin de s'unir à quelqu'un était très, très fort. Et les chiffres de Bennett étaient bien plus élevés, mais ils étaient en train de baisser. Il était sur une trajectoire négative, concurrencé par Eisenkot, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais c'est un autre gars de l'opposition qui, dans certains sondages, commençait déjà à dépasser Lapid. Bennett, je veux dire. Et pour ces raisons, on dirait que les deux y ont trouvé leur compte, parce qu'en Israël, selon notre système, vous recevez un financement électoral en fonction du nombre de membres de la Knesset que vous avez dans la Knesset sortante. Donc Bennett reçoit le soutien financier et le soutien logistique de ce parti, le parti Yesh Atid de Lapid, qui est là avec une structure, de l'argent et ainsi de suite. Et Lapid recrute quelqu'un censé attirer plus de voix qu'il ne pourrait en obtenir seul. Et donc, on pourrait dire qu'en fait, parce que tous les deux étaient faibles ou plus faibles qu'ils ne l'espéraient, ils ont été forcés de s'unir. D'accord. Mais pour que ce soit clair pour tout le monde, Yair Lapid est le chef de l'opposition parce qu'il avait le deuxième plus grand nombre de sièges à la Knesset après le parti Likoud de Netanyahou. D'accord, le chef de l'opposition dirige le deuxième plus grand parti, qu'il a commencé à perdre du terrain. Il chutait dans les sondages. Il n'a pas perdu de siège, concrètement. Et maintenant, c'est important parce que Bennett n'a aucun siège. Bennett, quand tu dis que ces chiffres sont élevés, tu parles des sondages. Exact. Maintenant, Bennett a toujours eu de meilleurs résultats dans les enquêtes que dans les urnes, mais c'est un autre sujet. Et j'aimerais juste dire une chose à ce sujet. C'était une métaphore très intelligente de dire que deux hommes partagent un char. Ils partagent un char et ils ont des opinions politiques opposées, mais ils travaillent ensemble. C'est une excellente, je dirais, métaphore, mais ce n'est pas exact. Et la raison pour laquelle ce n'est pas exact, c'est parce que ces gars dans le char obéissent à la politique de quelqu'un d'autre. Ils ont un chef d'état-major de l'armée. Ils sont là-dedans. Ce sont des frères d'armes. Je n'aime pas utiliser ce terme parce qu'il est associé à une organisation d'extrême gauche, mais ils sont des camarades d'armes au combat, comme cela devrait être. Ils n'ont pas besoin de connaître leurs opinions politiques, seulement qui est loyal et combattant. En politique, ce sont les politiciens qui définissent la ligne politique. Et donc, si vous avez des opinions opposées, ce n'est pas du tout la même chose. Quelle politique va, disons, l'emporter dans le... Et donc, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, j'aimerais dire qu'il est étrange de voir à quel point les différents instituts de sondage en Israël, les chiffres dans leurs sondages, la façon dont Netanyahou s'en sort par rapport aux autres partis sont complètement différents. Et certaines chaînes qui utilisent certains instituts de sondage, des chaînes de télévision, montrent Netanyahou bien en dessous de Bennett dans les sondages, et dans deux autres chaînes, il est largement au-dessus de Bennett. Quelle est cette divergence et que signifie-t-elle? Chaque sondeur utilise une méthodologie différente. Mais ce qui est agaçant, je pense que pour beaucoup d'Israéliens, ce sont les chaînes de télévision et autres médias qui n'aiment pas Netanyahou. Ils publient tous ces sondages disant qu'il ne va pas gagner les élections selon leurs sondages. Les médias pro-Netanyahou annoncent sa victoire dans leurs sondages. Tout semble totalement partisan. C'est un peu comme les Américains peuvent probablement comprendre, parce que vous savez, si vous regardez CNN, vous n'aimez pas Trump, et si vous regardez Fox, vous aimez probablement Trump, non? Je pense que c'est ainsi dans une grande partie de l'Occident aujourd'hui. Le seul sondage qui compte, c'est ce qui se passe le jour de l'élection.
Le reste est théorique. Bien qu'il n'y ait aucun doute que les chiffres très bas de Lapid et le fait que les chiffres de Bennett étaient sur une trajectoire négative, je pense que cela a créé une nouvelle réalité politique qui les a forcés à agir. Je pense que Bennett voulait conclure l'accord tant qu'il avait encore du poids avant que ces chiffres ne baissent davantage, non? Ces chiffres dans les sondages. Lapid pensait sûrement qu'il ne s'améliorerait de guère et qu'il devait conclure un accord pour maximiser ses atouts, surtout son organisation et l'argent qu'il apporte. Peut-être que la semaine prochaine, nous aborderons d'autres parties, mais c'était la grande nouvelle cette semaine. Je doute que cette union entre Lapid et Bennett change vraiment la donne. Je vais peut-être juste conclure là-dessus. Cela peut peut-être influencer les votes à l'intérieur du camp anti-Netanyahou. Je ne pense pas que cela apporte des voix qui seraient théoriquement des voix flottantes entre la gauche et la droite, si on peut dire ça en Israël. Les personnes qui envisagent de voter pour Netanyahou ne vont pas maintenant voter pour cette liste. Cela changera surtout la façon de voter dans le camp anti-Netanyahou sans transférer de voix entre camps. Je peux me tromper, mais c'est ce que je comprends. D'accord. Et la semaine prochaine, nous expliquerons aussi à nouveau pourquoi c'est un système différent de, disons, celui des États-Unis. Comme je l'ai dit, les États-Unis ne sont pas le seul autre pays, mais pour nous, dans cette guerre, ils sont les plus importants. Nos systèmes diffèrent. Et c'est pourquoi il est parfois difficile pour les Américains de comprendre notre système, son fonctionnement et ce que cela implique. On gagne une élection ou on ne la gagne pas. Ce n'est pas aussi tranché qu'aux États-Unis. Et sur ce, nous allons voir ce qui va se passer. Et qui sait ce qui se passe, comme nous le disons chaque semaine, ce qui va se passer ce week-end concernant l'Iran. Je suis sûr que le président Trump nous donnera matière à discussion. À la semaine prochaine, Ruthie.